J'aimerais commencer par vous parler un petit peu d'imaginaire. J'ai grandi dans des mondes fantastiques, entouré d'elfes et de fées, à faire des cabanes dans les bois avec mes copains. Et puis en devenant adulte, je me suis rendu compte que l'imaginaire avait un impact sur notre monde tout à fait réel. Que c'était par ce prisme que l'on analyse notre présent et qu'on se projette dans notre futur. J'ai également compris, en échangeant avec les acteurs de la transition, peu à peu à travers mon parcours, que l'une des principales crises que nous vivons est une crise de l'imaginaire. Nous n'avons pas d'imaginaire souhaitable dans lequel nous projeter. Nous sommes en manque d'utopie fondatrice, d'étoiles polaires. Et le problème d'ailleurs est pas tant qu'on s'est mis à rêver de l'espace. Le problème c'est qu'on a arrêté de rêver de la Terre. Je crois qu'en cours du temps, en découvrant de plus en plus de choses, à travers les lois physico-chimiques que la science nous a permis d'aborder, nous avons repoussé petit à petit le champ des possibles. Et nous avons fini par noyer le champ des souhaitables. C'est possible de faire une voiture qui va à 300 km/h, il n'y a pas de souci. Je crois qu'on peut tous s'accorder sur le fait que ce ne soit pas particulièrement souhaitable. La question est donc, dans l'immensité de ces possibles, lesquels sont souhaitables et lesquels ne le sont pas. Et je n'ai pas la réponse. Il y a plein de gens qui travaillent dessus, que ce soit des philosophes, des artistes, des chercheurs, quelques femmes et hommes politiques, je l'espère, des citoyens engagés. À mon échelle personnelle, c'est ma passion pour le monde du vivant qui m'a poussé à essayer de répondre à cette question. D'abord parce que pour moi, le fait de planter une graine dans la terre, de l'arroser et que ça fasse un arbre, je suis désolé, ça reste fascinant. Le fait de se couper et que notre peau cicatrise, pour moi, c'était un peu comme des tours de magie, si vous voulez. Et puis en grandissant, j'ai appris qu'en fait, le reste du monde vivant, comme nous, faisait face aux mêmes besoins fonctionnels. Le fait de se déplacer, le fait de capter de l'énergie, le fait de se protéger contre la température, par exemple. Et puis qu'en plus, on le faisait avec les mêmes contraintes parce qu'on habite la même planète. Mais là où nous, on est capable d'aller chercher des ressources à l'autre bout de la Terre, bah, une plante, elle doit faire avec ce qu'il y a autour d'elle, ce qui est abondant. Et donc, au cours de l'évolution, les solutions qui ont été sélectionnées, elles sont beaucoup plus durables en ce sens-là. J'ai également appris que la vie avait 3,8 milliards d'années. C'est juste tellement énorme que c'est dur de savoir ce que ça veut dire concrètement. Pour vous donner une idée, l'Homo sapiens, ça a 300 000 ans. C'est le Musée d'histoire naturelle qui a donné cette analogie qui dit si la vie avait 1 an, l'homme serait apparu à la dernière minute. 3,8 milliards d'années, avec des crises énormes, des météorites qui rentrent en collision avec la Terre, des glaciations de plusieurs dizaines de milliers d'années. Winter is coming, mais pour de vrai, si vous voulez. Et pourtant, la vie est toujours là, résiliente. Et de ces observations, j'en ai tiré une conclusion qui m'est personnelle, qui est que le monde du vivant survivra à l'espèce humaine, nous dépassera. Et donc, si autour de nous, on a des systèmes qui réalisent les mêmes fonctions que celles qu'on veut faire, de manière durable, depuis 3,8 milliards d'années, et qui, par leur durabilité et leur résilience, nous dépasseront, ben c'est une chance inouïe. C'est une chance inouïe d'en apprendre des choses. Et je ne dis pas que le vivant est parfait, loin de là, l'erreur est au cœur de l'évolution, mais je pense qu'il y a là, par contre, une opportunité à ne pas rater. Cette démarche qui vise à s'inspirer du monde du vivant pour résoudre les problématiques du monde moderne, ça s'appelle le biomimétisme. Et du coup, après mes 3 années à AgroParisTech, alors à l'époque c'était à Grignon, je suis parti faire mes années de doctorat aux arts et métiers pour essayer de comprendre comment est-ce que tout ça, ça fonctionnait en fait. Je ne vais pas rentrer dans les détails académiques de ce qui s'y est passé, je vais plutôt essayer de vous transmettre le cœur de l'approche. Ce que moi j'en ai retiré en tant que professionnel aujourd'hui du biomimétisme. Alors,
C'est relativement simple, hein. Globalement, à la base, on a un problème. Face à ce problème, on va chercher des modèles biologiques dans la nature. Et puis, à partir de ces modèles-là, on va essayer de générer des solutions. Mais entre l'identification du modèle et la génération de la solution, il y a une étape un peu clé, qui n'est pas si évidente, et que je vous propose qu'on pratique tous ensemble, qui s'appelle l'abstraction. Bon, déjà, le terme, pas facile. Pour pouvoir pratiquer ça, je vous propose qu'on s'échauffe avec un petit exercice que j'ai développé dans mes travaux de thèse, qui s'appelle l'exercice du couteau. Et qui vous amène à vous poser la question, concrètement, comment ça marche ce truc? Et je ne vous parle pas de la fonction d'un couteau qui est coupé, on est tous d'accord. Non, je vous parle de son principe de fonctionnement. Alors la première étape, c'est de se poser la question, bah, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui compose ce truc-là? Globalement, ça c'est assez facile, hein, on est tous d'accord, il y a un manche et une lame. Et pour qu'un couteau coupe bien, il vaut mieux que la lame soit aiguisée. D'accord? Si on zoome à la surface de cette lame, aiguisée en réalité ça veut dire fin. On a donc un manche, un peu épais, un peu solide, qui est attaché à une lame, dure et fine au moins sur un côté. Mais si je pose le couteau sur la table, il ne se passe rien. Comment ça marche? Il faut que je le prenne, que je l'applique sur une carotte, disons. J'appuie, et du coup, ça coupe la carotte. Concrètement, quand je fais ça, j'apporte de l'énergie à ce système, et qui rentre sur une grande surface, qui est le manche. L'énergie est transmise à la lame, et elle est concentrée sur une toute petite surface, le fil. Il y a une loi physique qui dit que l'énergie se conserve. Ce qui rentre dans ce couteau en sortira. Sauf que ça rentre sur une énorme surface, relativement par rapport à la lame, et ça sort par une toute petite surface. Localement, l'énergie explose. La pression dépasse l'énergie de liaison des éléments qui constituent la carotte et la coupe. Le principe de fonctionnement d'un couteau, c'est de concentrer l'énergie mécanique d'un utilisateur ou d'une utilisatrice sur une ligne. Et ça, c'est beaucoup plus facile de s'en inspirer. Si je vous avais dit « inspirez-vous d'un couteau pour faire un système qui coupe », vous m'auriez mis des lames de partout. Alors qu'avec ce principe, globalement, on peut réinventer le fil à beurre. C'est aussi ce principe qui explique pourquoi vous vous coupez avec une feuille de papier. Ok, je veux que vous gardiez cette dynamique en tête parce que maintenant, on est en biomimétisme, on va donc l'appliquer sur un système biologique qui est un peu plus complexe. On va l'appliquer sur Salvinia molesta, qui est une fougère aquatique, ce qui déjà est pas banal. C'est une fougère qui a été longuement étudiée par un botaniste allemand qui s'appelle Wilhelm Bartlott et qui est très connu en biomimétisme pour avoir étudié le lotus, qui est un peu une plante modèle de par sa fonction de superhydrophobie. Superhydrophobie, comme sur cette image, ça veut dire que l'eau, elle ne s'étale pas à la surface. Et Salvinia, elle a la même propriété. Quand vous mettez une goutte d'eau, elle reste en bulle. Elle a une autre propriété intéressante, c'est qu'elle flotte. Je vous propose ensemble qu'on essaie de comprendre comment est-ce que tout ça, ça marche, et qu'on en fasse l'abstraction. Alors, comme avec le couteau, première étape, de quoi on parle? Zoomons à la surface de cette plante. On observe des petits poils, qui s'appellent des trichomes, et qui ont des structures assez particulières qui ressemblent à des batteurs de cuisine. La surface est couverte de batteurs de cuisine, eux-mêmes recouverts de cristaux de cire. La cire, c'est un lipide, c'est hydrophobe, ça n'aime pas vraiment l'eau. Enfin, je dis ça n'aime pas l'eau, c'est surtout que ça ne crée pas vraiment des liens avec l'eau. C'est comme quand vous mettez une goutte d'huile dans l'eau, ça se mélange pas trop, quoi. Donc on a une surface recouverte de ces excroissances, couverte de cristaux de cire qui n'aiment pas l'eau, et au bout de ces excroissances, 4 cellules aplaties, qui, elles, n'ont pas de cire, et qui donc, elles aiment plutôt bien l'eau. Elles sont hydrophiles. Ok, maintenant, on sait de quoi on parle. Je propose qu'on se mette en situation. Il y a un orage énorme, vous avez un étang et Salvinia qui flottent tranquillement, et vous avez une goutte d'eau qui tombe du ciel. Dans une goutte d'eau, vous avez des molécules d'eau. Les molécules d'eau, elles s'aiment bien les unes les autres, elles aiment bien leurs voisines, et donc quand elles sont au centre, elles ont plein de copines tout autour, elles sont super stables. Par contre, si vous êtes à l'interface, vous avez des copines qu'à l'intérieur. Donc en fait, vous êtes un petit peu attiré vers l'intérieur. La résultante de cette force,
s'appelle la tension superficielle de l'eau. C'est ce qui fait que globalement, l'eau a tendance à rester en bulle quand elle est dans l'air pour réduire le ratio entre la surface et le volume. Est-ce que je vous ai toujours? Ok, super. Une fois que la goutte, elle atteint, disons, une branche, sous son poids et du fait des interactions qu'elle va créer, que les molécules vont créer avec les molécules de la branche, eh bien, la goutte, elle va s'étaler et former un film. Par contre, quand on regarde Salvinia, l'eau reste en goutte. Elle reste en goutte parce qu'on a dit la surface était très structurée et que donc la goutte n'interagit qu'avec très peu de la surface en réalité. Elle interagit uniquement avec les zones qui sont hydrophiles. Tout le reste, c'est hydrophobe. Ça n'aime pas vraiment l'eau. Et en plus, il y a un petit coussin d'air. Du coup, les molécules d'eau qui sont en périphérie, elles veulent rester les unes avec les autres et ça reste en forme de goutte. Du fait qu'il y ait très peu de surface de contact, quand vous inclinez la feuille, il y a peu de frottement et la goutte roule à l'extérieur. Si vous poursuivez maintenant et que vous tirez Salvinia sous l'eau, voilà, on pourrait s'imaginer que l'air il viendrait brûler vers la surface, si vous voulez. Mais en fait, ce n'est pas du tout ce qu'on observe. Ce qu'on observe, c'est que l'air il reste à la surface de Salvinia. Il reste parce que ces petites zones hydrophiles, elles agissent comme des agrafes, si vous voulez. Bon, c'est imagé, hein, mais comme des agrafes sur la pellicule d'eau, sur l'interface. Et donc, elles vont piéger l'air à la surface de Salvinia. Reste à expliquer ces structures assez particulières. Et les principales hypothèses, c'est qu'elles permettent de jouer le rôle d'amortisseur. C'est-à-dire que quand vous avez des perturbations de pression, on viendrait avoir ces structures qui se déforment pour amortir la pression et ainsi stabiliser encore plus le système. Grâce à tout cela, Salvinia flotte. Alors vous me direz, enfermer de l'air pour faire une bouée, c'est pas nouveau. On sait déjà le faire. Oui, mais la plante, elle le fait avec des règles qui sont complètement différentes. En s'inspirant de ces règles, on pourrait utiliser des microstructures hydrophobes avec des petits bouts hydrophiles pour enfermer des couches d'air. Et c'est d'ailleurs ce qu'on a fait. Enfin, je dis on. Il y a un projet européen qui s'appelle AirCoat qui a eu pour but de créer ces revêtements pour recouvrir la coque des bateaux. Créer un film d'air, limiter les frottements et ainsi limiter la consommation d'énergie. On pourrait faire la même chose, mais cette fois-ci avec les petites structures en batteur à eux, vous savez, qui vont se déformer pour stabiliser l'interface. Et c'est des travaux qui sont actuellement effectués. On comprend à travers tout ça le cœur de la démarche de biomimétisme. Cette étape d'abstraction qui nous permet d'identifier les règles physico-chimiques qui sont en place, qui sont utilisées, et la manière dont elles sont incarnées dans le modèle. Par-delà les exemples de biomimétisme classiques, on comprend ici le potentiel de l'approche. Il ne s'agit pas de transférer exactement ce qu'on voit dans le monde du vivant, ça pourrait être dangereux. Il s'agit de comprendre en conscience, de comprendre que l'étanchéité des matières plastiques n'est pas la seule manière de faire une bouée, et qu'il y a peut-être d'autres alternatives plus souhaitables. Si vous prenez un tout petit pas de recul, et que vous appliquez la même stratégie, mais à l'échelle du vivant, on pourrait peut-être apprendre de la manière de gérer l'énergie, d'assembler et désassembler la matière, d'organiser des écosystèmes. Alors j'imagine que certains d'entre vous se disent « Il est bien gentil, c'est utopique tout ça. Ce n'est pas possible. » Mais la problématique, c'est pas qu'on est dans le monde de l'impossible, je viens de vous montrer que c'était possible. La problématique, elle est beaucoup plus simple. La réalité, c'est que, simplement, parfois, on ne sait pas encore comment faire. En cela, je nous invite à vivre la période actuelle, qui est une période de crise, on le sait tous, mais comme une véritable période d'éveil, formidable, d'identification de nouveaux axes sur lesquels grandir, mûrir. Le monde souhaitable existe parmi l'ensemble des possibles. Je pense qu'il commence par notre choix conscient
de réintégrer le monde du vivant. C'est notre responsabilité. C'est Baptiste Morisot, un naturaliste philosophe français, qui dit ceci. Imaginez cette fable. Un jour, une espèce fait sécession. Elle déclare unilatéralement que ses parentes, les 10 millions d'autres espèces qui peuplent avec elle la Terre, sont de la nature. À savoir non pas des êtres, mais des choses. Non pas des acteurs, mais un décor. Et finalement, une réserve de ressources à portée de main. Une espèce d'un côté, 10 millions de l'autre. Pourtant une seule famille, un seul monde. Celui des interdépendances tissant toutes ces formes de vie. Voilà notre mythe fondateur. Alors j'espère vous avoir convaincu ce soir qu'il était l'heure de prendre des risques et qu'il était possible et souhaitable de changer de mythe. Merci beaucoup.